Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Cécile Blondel, illustratrice qui démarre fort. En effet, dans cet épisode, Cécile vous expliquera qu'elle a commencé son activité depuis le septembre 2019 et qu'auparavant, elle faisait quelque chose de totalement différent. Dans cet épisode, nous allons parler de reconversion, maternité, rythme de travail et de plein d'autres choses. Comme d'habitude, je vous invite à écouter et partager ce podcast autour de vous, comme les précédents, afin que le podcast continue de grandir. Merci beaucoup et bonne écoute. Miam 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 miam. Bonjour Cécile. Bonjour Arthur. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de me recevoir sur ton podcast. Merci à toi de m'accueillir chez toi. Là, on est dans ton atelier aux alentours de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. C'est très beau, bien En décoré. pleine campagne. C'est ça. Encore en cours d'aménagement, mais Ouais. bientôt fini. C'est ce que tu nous disais un petit peu avant. Oui, voilà, en fait, à la base, c'est une chambre d'amis et puis que je squatte pour faire un petit peu mon atelier. Donc, bon, principalement, c'est mon bureau, mais j'aime bien essayer de commencer à afficher des tableaux, des petites illustrations sur les murs qui sont noirs. Donc, je dévoilerai ça sur Instagram, mais pour le moment, c'est un peu en carton quand même. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Merci. Comme d'habitude, tu as l'habitude du podcast. Je te laisse te présenter ton Oui. parcours. Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, un petit point temporel. Donc déjà, moi, je suis Cécile Blondel et j'ai 32 ans. Je suis titulaire d'un bac scientifique que j'ai eu à 18 ans. Et ensuite, je me suis lancée dans des études de droit. Donc, très orientée droit public, voilà, Limoges, Bordeaux, Poitiers, Bordeaux. Grosso modo, j'ai un master en montage contractuel, marché public, voilà, tout ça, accès à la commande publique, et avec une spécialisation sur l'intervention de la personne publique sur le domaine concurrentiel privé. D'accord. Donc rien à voir avec l'illustration. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de dire, bon, j'en ai marre du droit, je passe à l'illustration? Eh bien, en fait, déjà quand j'ai cherché mon premier job, j'ai envoyé des lettres de motivation, des CV, et puis voilà, j'ai quand même mis 6 mois à obtenir un premier poste, ce qui dans mon domaine est tout à fait correct, mais à la fin de chaque journée, on envoie des lettres et il n'y a rien qui se passe, quoi, hein. Donc moi j'ai eu besoin de ressentir, d'avoir quelque chose de concret en fait, de faire quelque chose de concret de la fin de mes journées, de matérialiser et d'avoir quelque chose en main. Et donc en fait j'ai commencé à ce moment-là à me remettre à dessiner et à publier mes dessins sur Instagram. Ça c'était à peu près en... 14-15 Ouais, c'est ça. Et ouais, c'était ça, il y a 5 ans à peu près. Et donc du coup, voilà, donc j'ai commencé à dessiner. Sur Instagram, c'était très motivant à l'époque parce que les publications étaient par ordre chronologique, donc il n'y avait pas encore trop de monde. Donc c'était une époque où sur Instagram, on pouvait rentrer en contact très facilement avec des personnes, tu vois. Moi, je sais que du coup, j'avais des dessins qui avaient été republiés par L'Oréal, par des mannequins d'Hudson Cruz, Caroline Receveur. J'avais Mike Horn qui avait laissé un petit mot, enfin voilà, donc du coup c'était super motivant et ça permettait de gagner un nombre d'abonnés assez rapidement, mais surtout en effet moi j'avais l'impression d'une véritable proximité avec ces gens-là, alors qu'en temps normal si j'avais pas eu cet outil-là, ce réseau social-là, j'aurais jamais réussi. Donc je dirais que voilà, la passion du dessin a été réanimée à ce moment-là. Et très vite en fait quand j'ai eu mon premier poste, j'ai très vite compris en fait qu'entre la belle jurisprudence qu'on étudiait dans le cadre de nos études du Conseil d'État, c'était pas celle qu'on allait vivre en vrai dans les réalités pratiques sur le terrain. Et puis au bout de 4 ans et demi de poste, j'avais fait le tour. Voilà, moi je travaillais dans la logistique, je faisais tous les contrats d'un hôpital et puis voilà, j'avais compris que j'étais un petit peu allée au bout, en tout cas, sur ce poste-là, et même dans ce domaine-là, de ce que j'avais vraiment envie de voir. Puis en parallèle, eh bien, j'ai commencé à dessiner aussi des monuments. Et puis je suis tombée enceinte. J'ai très peu dessiné pendant que j'étais enceinte parce que ma grossesse s'est bien passée, mais j'avais un manque un peu d'énergie, tu vois, et puis j'étais gênée par la position, voilà, avec le ventre en position assise. Et ensuite je suis retournée, voilà, j'ai eu mon bébé, j'ai eu les 2 mois et demi, 3 mois de congé maternité.
Et quand j'ai repris mon travail, au bout d'une semaine, j'avais vraiment une boule dans le ventre qui ne passait pas, à la fois une espèce d'envie de dessiner, parce que quand j'avais pas eu mon fils, avant j'avais mon travail et le week-end, et mon temps libre était dédié au dessin. Et ensuite, j'ai très rapidement compris que je voulais pas, entre guillemets, rogner sur le temps que je devais consacrer à mon fils, qui lui n'a rien demandé et que j'aime infiniment, donc je voulais vraiment m'en occuper. Et je pouvais plus ne pas dessiner, ne pas aller au bout de cette inspiration, et là ça me prenait vraiment aux tripes, et je me suis dit c'est le moment pour moi. Donc en fait tout est arrivé très vite, au bout d'une semaine de reprise de poste, quand j'ai vu que voilà, bon, on est toujours sur les mêmes dossiers, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes problématiques. En fait je me suis dit c'est maintenant que j'ai l'énergie, et c'est maintenant qu'il faut que je tente cette reconversion professionnelle, et que je tente d'aller dans le domaine de l'illustration, plus en tant que loisir, mais réellement cette fois-ci en tant que professionnel. Et du coup là, c'était quand ça? C'était en 2019, 18? Ouais, du coup, je suis revenue, je suis revenue d'un congé mater en mars 2019, voilà, et puis, tu vois, c'était à peu près il y a un an, hein, Ouais, et puis en fait, j'ai annoncé ma démission au bout d'une semaine. J'étais très gênée parce que vraiment, c'était pas prémédité, et puis j'ai le temps qu'on trouve un remplaçant, aussi que je me retourne, parce que comme c'était pas prémédité, financièrement, c'était une démission, donc du coup, il faut l'assumer, ça aussi. Donc du coup j'avais des congés d'avance que j'avais jamais pris, donc que j'ai pas pris, et qui ont été rémunérés le temps qu'on trouve quelqu'un. Et donc j'ai quitté les locaux fin juillet 2019. Et je me suis installée réellement, j'ai tout déclaré en tant qu'illustrateur, artiste peintre, en septembre 2019. Donc c'est quand même assez récent. Et tout ça à La Roche-sur-Yon, donc c'est possible de faire de l'art en dehors des cercles Voilà, parisiens. à La Roche-sur-Yon, en pleine campagne, il faut quand même le dire, Oui. parce que moi je suis aux alentours de La Roche-sur-Yon, donc mais bon, c'est inspirant aussi, hein. Mais oui, et puis bon, voilà, de pas être dans un cercle non plus parisien. C'est vrai que je pense que quelque part ça ferme certaines portes, parce qu'il y a un dynamisme, un réseau qui est important, mais d'un autre côté, moi la comparaison ça me bloque, et j'aime bien ne pas trop regarder ce que font les autres personnes pour me focaliser vraiment sur ce que j'ai envie de faire, ce qui sort de mes tripes, et j'ai envie de dire, voilà, faut pas trop que je perde de temps maintenant, donc je perds pas trop de temps à me comparer, et je fonce. Parce qu'au final, c'était plutôt pas... Enfin, ça te convient bien en termes de caractère, de pas avoir fait d'école, parce que t'aurais été un peu formé dans une sorte de moule, un peu. Ouais. Et ça aurait pu Ouais, être... ça c'était une vraie... c'est vrai que ça par contre, c'était vraiment une volonté de ma part. Au départ, déjà je me sentais pas prête, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à 18 ans, à me lancer dans une carrière artistique, parce que je voyais pas de débouché, et que on voyait poindre la crise économique. Je me disais, il me faut absolument un boulot, quelque chose de sérieux, quelque chose qui me garantisse un salaire fixe, voilà. Et c'est vrai que j'avais peur aussi. Moi j'ai eu un côté très syndrome de la bonne élève, tu vois, qui veut bien faire les choses, et du coup je pense que j'en aurais perdu une certaine spontanéité et inspiration. D'accord. Et là du coup, un an après, tu peux faire un bilan à peu près de Alors, où on t'en n'est es rendu? pas tout à fait à un an, parce que du coup je me suis vraiment installée en septembre, et j'ai relancé les projets en septembre, mais je trouve que pour un début, alors c'est pas encore suffisant à mes yeux, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'ai fait une première expo, vente en période de Noël, sur justement les monuments de La Roche-sur-Yon. Je me suis dit tiens, il y a quelque chose à creuser, parce qu'on voit beaucoup d'illustrations, de très jolies illustrations faites sur Nantes, sur Paris, sur les grandes villes, mais finalement je trouvais que pour la valorisation du patrimoine français des petites villes, ça manquait. Donc j'ai commencé à faire une petite collection comme ça sur les principaux monuments de La Roche-sur-Yon, et le hasard a fait que voilà, j'avais rencontré quelqu'un au Point Info Mairie qui a aimé mon travail, et qui m'a dit viens exposer en période de Noël, et c'était un cadeau aussi que je voulais faire aux Yonnais, et du coup ils étaient, je pense, plutôt contents, donc ça a bien fonctionné l'expo-vente à ce moment-là. C'est vrai. Ok. À moins que tu aies d'autres choses à... Ah oui, si, j'ai une question à te poser. Dis-moi. La question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu kiffes du coup ce que tu fais? Ah oui. Ah oui. Alors honnêtement, j'adore me lever et me dire tiens, aujourd'hui tu vas devoir dessiner ça. J'adore aussi avoir la liberté de m'organiser, la liberté de gérer mon temps, de rester chez moi, de pas perdre de temps dans les transports, de voir avec qui j'ai envie de travailler aussi, et voilà, tu vois, de dessiner, d'écouter un bon podcast, ou alors une bonne musique. Voilà, j'ai l'impression que ça me nourrit, et oui, je suis très heureuse
très heureuse aujourd'hui. Bah, c'est bien, c'est le principal. Comment est-ce que tu concilies ton boulot de maman et ton boulot d'artiste, de freelance? Alors, mon fils, c'est ma plus belle inspiration et c'est aussi ma plus belle contrainte. Dans le sens où moi j'ai besoin de dormir déjà, si je veux être productive. Donc voilà, le matin, le soir, il faut que je dorme. Mais le matin, je me réveille, je vais directement le voir, je m'occupe de lui. Grosso modo, il est à 9h chez la nounou. Et ensuite, je peux commencer ma journée. Mais ma journée, je sais qu'elle va se terminer à 17h, parce qu'à 17h, il faut que j'aille le récupérer. Donc en fait, j'ai ce laps de temps sur lequel il faut que j'optimise absolument tout mon travail, que ce soit la compta, les livraisons, la création artistique, voilà, tout ça doit être fait. Le podcast, entre autres. Et voilà, tout ça doit être fait, le démarchage, enfin bref. Et ensuite, je le récupère lui et je me donne à fond pendant ce laps de temps où je ne suis pas avec lui parce que je sais qu'après, je veux pas avoir dans ma tête, tiens, j'ai pas fait ça, faut que je le fasse. Lui, en plus, c'est un bébé de 15 mois, donc grosso modo, il a des besoins qu'il sait manifester de façon, de façon très exigeante, tu vois, il sait se faire comprendre, et c'est normal, hein, donc il n'a pas encore la parole, donc du coup, le temps que je passe avec lui, il est entièrement consacré à lui. Ensuite, je le couche et... Ensuite, voilà, vers 20h, 20h30, bah, voilà, en général, on a mangé. Et si j'ai le courage, je me remets à travailler. Mais comme en général, je suis une couche tôt, faut pas m'inviter le soir, moi. Grosso modo, à 21h30, je lis, 22h30, je dors. Et par contre, quand j'ai vraiment besoin d'une grande période d'inspiration, et que je sens que j'ai quelque chose qui doit sortir, je me lève genre à 4h, 4h30 du matin. Et jusqu'à 7h, je sors mon idée. Parce que le matin... c'est là où je suis la plus créative, tu vois, au réveil le matin. Et du coup, quand vraiment j'ai des idées qui me démangent, bah, c'est un temps que je vais aimer, voilà. Donc c'est vrai que parfois, à 4h30 du matin, quand à 19h, on est encore à faire manger la purée, que monsieur vomit, qu'on repart sur 1 heure de bain, de purée, de machin, d'histoire du soir, et puis de jeux, et puis de brossage de dents et compagnie. Ben c'est long quoi. C'est un petit peu long, mais bon voilà, je me suis à la naissance de mon fils lancée dans ça, dans l'illustration, parce que c'était mon rêve et que je me suis aussi dit j'ai envie de lui prouver que c'est possible de vivre de ses rêves. Tu vois, je lui parlais souvent à mon ventre en lui disant oh là là, plus tard faudra que tu aies le courage d'aller suivre ton intuition et de vivre de ta passion. À l'époque, je le faisais pas moi, puisque j'étais encore dans mon poste de juriste et je me sentais imposteur à moi-même. Et finalement, d'avoir sauté le cap, voilà, c'est grâce à lui. Et du coup, je suis en train de me dire, mais c'est aussi une chance et une opportunité, parce que du coup tu peux moduler, c'est ce que tu disais auparavant, tu peux moduler ta journée en fonction de lui aussi, oui. Qui est peut-être plus ta priorité qu'un boulot classique. Ah ben oui, alors grâce à, c'est sûr que honnêtement ça nous sert, dans notre organisation familiale, cette flexibilité d'horaire que j'ai, c'est un énorme avantage, hein. Mais en attendant, c'est un avantage, mais c'est de l'organisation, parce que le travail qui ne sera pas fait quand je suis avec lui, à un moment donné, il faut quand même le faire. Et quand t'es ton propre patron, t'as une exigence financière, faut que ça tourne. Donc voilà, c'est un temps à rattraper ailleurs. Le petit, voilà, moi ce que je trouve dur dans le freelance par exemple, c'est que depuis que j'ai commencé, j'ai plus de week-end. Je ne procrastine pas parce que je sais que quand je vais être avec mon fils, je vais avoir à m'occuper de lui pleinement. Donc je ne procrastine pas la semaine, et les week-ends parfois malheureusement j'ai pas eu le temps de terminer tout ce que j'avais à faire. Donc c'est vrai qu'il y a des week-ends où c'est mon mari qui prend le relais, qui va s'occuper de notre fils, et moi qui vais être sur ma petite table à dessiner, à terminer des commandes urgentes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça, on va dire que ça rythme, mais en soi c'est une contrainte inspirante. Et puis sachant que ça va évoluer avec l'âge de ton fils. Oui. Donc voilà, je sais pas comment ça va évoluer. Est-ce que ça va prendre plus de temps parce que plus il grandit, plus il est éveillé, plus il est en demande, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui me disent oh tu verras, il fera plus la sieste. Moi, il a jamais fait la sieste. Donc de toute manière, il a jamais fait la sieste. Hein. Non, mais donc, l'école primaire, tout ça, où là tu auras aussi des horaires à oui, respecter. Voilà. Donc, ouais. Donc voilà. Mais en c'est tout pas cas, mal, ouais. parce que du coup avoir une contrainte horaire, ça veut dire que tu sais que tu es dédié à ça à 100%. Ouais. C'est pas mal. Ouais, ça me sert bien.
Du coup, à moins que tu aies autre chose à dire sur le parcours, on va passer sur l'inspiration et l'univers. Mhm. Miam, 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 miam. Alors du coup, moi, du coup, t'en as un petit peu Ouais. parlé dans l'introduction, enfin Mm. dans le parcours. Moi, j'ai quand même retenu un mot, patrimoine. Mhm. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que bon, j'ai commencé à dessiner les monuments de La Roche-sur-Yon parce qu'en arrivant là, je venais de Bordeaux. Au départ, j'ai un peu fait la tête. Je me suis dit, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, le patrimoine, c'est quand même pas la même chose. Et puis finalement, quand on veut bien poser un regard positif sur les choses, on s'aperçoit qu'il y a plein de trésors autour de nous qu'on ne prend pas la peine de voir. Donc finalement, plutôt que de faire la tête, j'ai dessiné les monuments et j'ai appris comme ça à aimer ce patrimoine. Et du coup, j'avais une question sur l'univers. Mhm. T'es parti des portraits à la base. Ouais. Parce que j'ai vu sur Instagram, Ouais. tu faisais des portraits de personnes, choses comme ça. Ouais. Et t'es parti sur le monument. Pourquoi ce changement de... Alors, déjà, quand j'étais toute petite, j'adorais dessiner les personnages féminins Disney. Les portraits, alors Esmeralda, les Aristochats, voilà, la duchesse dans les Aristochats, ça me plaisait beaucoup. Voilà, Nala dans le Roi Lion, enfin j'étais très, voilà. Et ensuite, quand j'ai repris le dessin sur Instagram, j'ai commencé par, j'étais très girl power, les mannequins Victoria's Secret. Alors ça me plaisait, les défilés, je trouvais que les tenues étaient magnifiques, les filles trop bien foutues, enfin voilà, j'adorais. Et du coup, ça m'inspirait beaucoup. Et puis voilà, j'adorais dessiner les portraits, mais principalement les portraits féminins. Je trouve que j'aime bien voir l'équilibre d'un visage, tu vois, j'aime bien l'implantation du début du sourcil au nez. Enfin, je commence toujours par ça, avec les yeux, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et en général, je trouve que de toute manière, tout le monde est beau. Il y a toujours quelque chose à tirer d'un visage. Et donc ça, la recherche au niveau du visage, l'équilibre des traits, cette façon qu'on a de pouvoir aussi, quand on dessine un portrait, deviner un petit peu les émotions de la personne, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'inspire énormément. Et ensuite, j'avoue que c'est pas facile, tout le monde n'aime pas forcément avoir son portrait. Je dessinais beaucoup sur Instagram de personnes célèbres, mais les gens vont pas forcément payer pour ensuite avoir un portrait d'une personne célèbre. En parallèle, j'ai découvert les illustrations d'Hélène Lacombe, qui est une illustratrice architecte, et elle dessinait des monuments un petit peu au stylo Posca de Paris, de Reims, je crois. J'ai tout de suite adoré ce qu'elle a fait, et je me suis dit, tiens, je vais m'apprendre à dessiner les monuments un petit peu en faisant comme elle. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, c'est quoi tes stylos? Vraiment, je partais de nulle part. Hein. Je partais de loin, elle me fait, oh, c'est des Posca et tout. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est Posca? Donc voilà, je fais un magasin d'art. Et puis finalement, c'est là où je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner à dessiner La Roche, mais avec les crayons Posca. Et du coup, c'est vraiment grâce à elle que j'ai pris le goût à avoir un dessin de monument. Voilà. D'ailleurs, je trouve qu'elle a un trait moderne qui m'a beaucoup inspirée. Au départ, j'avais peur du crayon à papier, je trouvais que ça faisait un peu vieux dessin, un peu ringard et tout. Et puis finalement, je trouve qu'elle a... Voilà. Donc je dirais que j'ai développé ma technique ensuite, mais c'est parti d'un coup de foudre pour ses illustrations à elle, ce revirement de situation. Ok. Et du coup, tu as dit que tu commençais par les yeux pour les portraits. Ouais. Et on dit souvent que les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Est-ce que tu commences par les fenêtres sur le bâtiment, du coup? Pas du tout. Non. C'est un beau parallèle, j'y ai pas du tout pensé. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que je procède. En général, vite fait au crayon à papier, je trace vite fait mes petites lignes pour avoir, on va dire, la grosseur du bâtiment et bien le placer dans ma feuille, parce qu'il n'y a rien de pire que de super bien dessiner. Et puis finalement, on est lancé, on s'aperçoit qu'on peut pas terminer et que ça dépasse de la feuille. Donc, mon imprimeur d'ailleurs, c'est lui qui scanne, et parfois je viens avec 2 morceaux de dessin pour qu'il me refasse mes impressions. Donc, je lui donne. Donc, non, je pars pas des fenêtres. D'accord. Mais c'est une idée, c'est un challenge de dessin, je sais pas. Non, je sais pas. Et du coup, qu'est-ce qui attire ton œil sur un bâtiment en particulier? Les jeux d'ombre. Ouais. J'aime bien la lumière, en fait, comment les rayons du soleil se positionnent dessus et quelles sont les ombres, en fait. Je trouve que ça donne du mouvement au bâtiment, il n'est pas figé comme ça, et ça fait... voilà, j'aime bien l'effervescence comme ça qui en ressort. D'accord, parce que du coup, je pense plutôt à Bordeaux, du coup, il y a les mascarons sur les villes, enfin sur les bâtiments plutôt. Ouais. Ça, tu les dessines, Mais Bordeaux, en fait, au final, j'ai pas beaucoup dessiné Bordeaux. J'ai aimé le patrimoine, mais pour le moment, j'ai dessiné que un dessin. C'est la place de la Bourse pour une amie qui voulait mettre ça dans son cabinet dentaire. Et voilà, un monument en rapport au lieu de ses études, puisqu'elle est plus sur Bordeaux maintenant. Et c'est vrai que pour le moment, je me suis entraînée que sur la place de la Bourse. Pas mal déjà. Mais bon, il y a plein de choses à faire. Je suis sûre que Péberlan, la mairie, voilà, il y a plein de places, Camille Julien et compagnie, le clocher, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi.
Donc voilà, ça m'inspire beaucoup. C'est en cours de création. Ok. Mais si on doit parler inspiration aussi, donc comme je te disais tout à l'heure, moi je regarde pas trop les illustrations des autres parce que j'aurais tendance à me dire waouh c'est trop beau ce qu'ils font et comme je souffre actuellement un peu du syndrome de l'imposteur, j'ai toujours l'impression que les autres vont faire mieux parce qu'ils ont plus de compétences, je sais pas, donc du coup je regarde très peu ce qui se fait et par contre moi j'ai besoin de ma dose d'énergie donc j'adore les matins aller sur YouTube et regarder des vidéos de youtubeuses que j'aime bien. Par exemple j'adore la mannequin d'Hudson Cruz, j'adore écouter ses vidéos en anglais. J'aime bien aussi suivre donc la sœur d'Hélène Lacombe qui est Mathilde Lacombe qui est une jeune auto-entrepreneur et elle a un parcours assez bluffant pour son âge et voilà tout ce positivisme, cette énergie, tout ce qui touche autour de la féminité, ça me nourrit beaucoup. J'ai l'impression que pour moi c'est des filles qui ont un certain succès mais pas que en termes de finances, tu vois, c'est un équilibre de vie qu'elles arrivent à trouver entre un épanouissement professionnel, un épanouissement privé et moi tout ça, ça me motive. Donc j'aime bien, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et bien moi j'aime bien sélectionner les gens qui m'inspirent comme ça et m'entourer aussi virtuellement. Parce que je sais que je les rencontrerai peut-être jamais. Mais moi en fait c'est quelque chose qui me motive énormément, qui m'inspire beaucoup et voilà. Du coup, si tu veux bien, on va passer dans la technique. Miam 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 miam. Alors, t'as un petit peu dit déjà, c'est à la main, du Posca. Mm. Là, tu t'es lancé dans les dorures or. Ouais. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça ? Oui, en fait, le travail de dorure est venu un petit peu au hasard. Au départ, je devais assurer une livraison dans une boutique et en fait, j'ai eu un petit souci avec l'imprimeur, c'était pas prêt, il fallait bien que je livre quelque chose et je me suis dit, tiens, je vais prendre une feuille noire, je vais faire un plan de ville au stylo blanc et puis je me suis dit, ça manque quelque chose quoi. Et le cours d'eau, donc c'était sur La Roche-sur-Yon, le cours d'eau... j'ai appliqué un médium et ensuite dessus j'ai déposé des feuilles d'or ou des feuilles dorées dessus et finalement j'ai brossé tout ça et on obtenait une brillance que jamais on obtient avec un stylo classique. Donc le travail de dorure il est venu comme ça, il est venu vraiment sur un petit pépin de livraison et un gros coup de stress. Comme quoi, des fois des situations un peu genre des contraintes. C'est ce qu'on disait avec Marion Point, je sais pas si tu la carte blanche et tout. Souvent des contraintes naissent de l'inspiration et on trouve une alternative à un truc finalement on se dit on n'y arrivera jamais. Mais moi je trouve ça très bien les contraintes. Je trouve que ça, comme ça, comment dire, on va dire ça structure un peu, ça, à la fois on sort de sa zone de confort, mais on est un peu plus limité quoi. On peut pas de notre côté se laisser aller à n'importe quoi, donc on est obligé d'aller dans l'efficacité et j'aime bien la contrainte dans le dessin. Du coup c'est peut-être pour ça que tu te limites au papier crayon et pas à l'ordinateur là où tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Alors déjà je suis pas quelqu'un de très attiré par tout ce qui est numérique, informatique, c'est vrai que depuis toute petite je suis vraiment attirée par le papier, le crayon, j'aime l'odeur, j'aime d'ailleurs acheter des livres et sentir les pages et je ne lis pas sur des liseuses et du coup c'est vrai que ça s'en ressent aussi dans mon travail artistique. J'aime bien entendre le bruit du crayon, j'aime bien cette sensation-là, ce toucher-là. Ensuite, pour être tout à fait honnête aussi, c'est par manque de compétences. Pour le moment, j'ai pas eu le temps de vraiment me pencher sur l'apprentissage du dessin au numérique. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment sympas à faire, mais ça demanderait, pour moi ça demande un apprentissage. À voir si je me lance ou pas, mais pour le moment, tant que je suis pas allée au bout de ce que je voulais faire au crayon à papier, je pense que je vais rester au crayon à papier ou au stylo Posca. Ouais, donc si tu arrives à exprimer ce que tu ressens du coup dans ton dessin, c'est ce qui compte. Ouais, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, faut progresser, parfois faut sortir de sa zone de confort pour découvrir que peut-être en effet on peut même... ça peut être l'occasion d'un progrès dans sa technique première. Donc pourquoi pas confronter les deux techniques, ouais. Ce que je pensais, là tu parlais de ton imprimeur tout à l'heure, tu lui livres
Je lui livre mes dessins. Les Je lui dessins. dis, vous y faites hyper gaffe, c'est la prunelle de mes yeux, j'y tiens comme c'est pas permis. Donc je lui donne ça. Et en fait, c'est lui qui scanne. Et puis voilà, qui, je crois, via Photoshop, on va dire, enlève une petite tache s'il y a ou quoi que ce soit. Mais enfin, en général, c'est vrai que, hormis quand vraiment, comme la dernière fois, je me suis plantée dans le cadre de mon dessin et j'ai dû venir avec de pauvres bouts de dessin, voilà, de feuilles pour qu'ils remettent ça comme il faut. Le fait de dessiner directement, j'ai pas le droit à l'erreur. Je pars du principe que je veux pas qu'il retouche trop de choses. Donc en fait, en soi, en général, je lui demande de lisser un petit peu le noir parce qu'on voit les traits de crayon et bon, j'aime bien quand c'est plus lissé. Mais après, je me dis, dans mes dessins, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Donc quand je lui donne un truc, il a, à part lisser le noir et enlever une tache, si vraiment il y a quelque chose qui a débordé, c'est tout ce qu'il a à faire. Du coup, ça me fait venir 2 idées. La première, c'est que du coup, ça t'ouvre un champ des possibles que, par exemple, que si tu fais que du numérique que tu n'as pas, tu peux faire des quantités limitées à la main. Mhm. Donc vraiment répondre à des choses de clients. Et la deuxième, j'ai lu dans un article du Ouest France, il me semble, où tu privilégies les acteurs locaux, Oui. que ce soit l'approvisionnement des crayons, tout simplement, et même l'imprimeur, du coup. Donc comment est-ce que tu choisis cet écosystème ? Au feeling, à l'intuition. Ouais. Moi, dans ma vie, c'est comme ça, c'est l'intuition, comment je sens les gens. Bon, j'avais fait un petit sourcing, par exemple, pour l'imprimeur, voir qui était moins cher, qui était, qui proposait un papier qui me plaisait, qui pouvait répondre dans les délais. Mais c'est vrai que pour La Roche-sur-Yon, je voulais vraiment, comme j'ai pas cette capacité pour le moment à moi-même repositionner les choses sur une feuille, ou voilà, il fallait vraiment que je surveille la personne qui le fasse. Donc du coup, s'il entend ce podcast, il va se dire pas elle, pitié. Mais du coup, voilà, ça me permettait moi d'avoir une certaine mainmise sur le travail. Et puis après, oui, dans la démarche, je voulais proposer des dessins du patrimoine lyonnais au Lyonnais dans le cadre d'un circuit court. C'est quand même quelque chose qui, je pense maintenant, en termes de développement durable, doit être privilégié. On est tous responsables de notre système écologique, donc c'est une façon aussi pour moi de sous-traiter en local, de faire vivre d'autres personnes et d'avoir un bilan carbone dans tout ce que je fais sur ma production artistique moins important. Ok. T'as des pistes d'amélioration de ce que tu fais déjà ou... Il y a déjà l'amélioration de mon trait de crayon, hein. À chaque fois quand je commence, tu vois, pour Brive-la-Gaillarde, là j'ai une collection en cours qui est diffusée au fur et à mesure dans une boutique de design et je vois bien que le premier dessin que j'ai fait ressemble pas au 14e qui arrive en boutique. Tout évolue au fur et à mesure, il faut rester cohérent dans la collection, mais à chaque dessin, il y a une évolution. Et même, tu vois, quand j'avais arrêté le dessin et que j'ai repris des années après, en fait, mon trait de crayon avait complètement évolué parce que je pense que c'est pas tout de savoir appliquer une mine sur une feuille, c'est surtout la façon d'observer qui compte. Enfin, il me semble que tout le monde peut savoir dessiner s'il sait observer. De toute façon, il suffit de voir, quand on est en primaire, on dessine avec des bâtons. Mm. Et si on revient, on essaie de faire un Pictionary par exemple, on essaie de dessiner pour faire des bâtons, mais on aura forcément un peu plus d'aisance. Ouais. Et puis si ça devient notre métier, forcément... Voilà, donc il y a toujours une amélioration technique qui est intrinsèque au travail aussi de l'artiste, au travail qu'il fait lui-même sur lui, donc voilà. J'ai une dernière question sur la technique qui serait liée à ton ancien métier. Mm-hmm. Est-ce que tu as une vision juridique des choses ? On va dire que j'ai une facilité à lire les textes de loi et que du coup forcément ça me fait pas peur, c'est assez familier. Après, mon secteur juridique est pas du tout lié à la propriété intellectuelle, donc on va dire que je connais des grands principes de base, sur par exemple comment tombe un bien, un monument dans le bien public, en général 70 ans après le décès du créateur, je crois, du monument, donc il y a des petites choses comme ça. Ensuite, moi je suis plutôt sur la bonne foi. Donc déjà, je ne dessine pas des dessins genre la vache de la vache qui rit, tu vois. Ça, je me l'approprie pas, c'est pas moi qui l'ai dessiné, je vais pas sur ça. Mais par exemple, dans le cadre des animaux mécaniques, je sais qu'avant de me lancer et de commercialiser ce dessin-là, j'ai envoyé un mail et puis un courrier en accusé-réception à François Delarosière. Mail accusé-réception, je crois. J'ai contacté sa directrice artistique pour la prévenir que j'allais faire ça, savoir s'il voulait une redevance ou voilà. Et puis je respecte vraiment le droit d'auteur, c'est-à-dire que
pour son dessin à lui, j'ai vraiment mis, je paye un coût d'impression supplémentaire, mais au verso de chaque illustration, il est noté, cette illustration est une représentation des animaux mécaniques réalisée par Cécile Blondel, dont le créateur est François Delarosière. Toute reproduction est interdite. Voilà. Donc on va dire que j'essaie de me couvrir un petit peu comme ça. Après, il y a des fois, j'ai voulu dessiner des monuments où je sais que le créateur est encore en vie. On envoie un courrier, la personne ne répond pas. À un moment donné, moi, j'y vais. Je me dis, à moins que ce soit un énorme succès commercial et que la personne se réveille en se disant, je veux ma part du gâteau. Après, j'ai une inspiration, j'ai une demande, j'ai besoin d'en vivre. Je me dis, je fonce et puis on verra bien. Mais en tout cas, j'essaie au maximum d'être de bonne foi dans ma démarche. Ok. Est-ce que tu peux alors c'est aussi le but du podcast, c'est de partager des tips avec d'autres illustrateurs. Donc 3 pistes si j'ai bien retenu, se renseigner si la personne est toujours vivante, lui demander la permission, et se protéger en mettant que c'est inspiré de... Oui, voilà. Si on n'a pas de permission, moi, je dessine quand même. Et puis, derrière le dos de chaque chose qui est commercialisée, chaque illustration qui est commercialisée, je mets le nom de la personne. Et par contre, voilà, je vais pas aller dessiner, genre, par exemple... un café, tu vois, je vais pas aller le dessiner avec le nom de la brasserie, vraiment, je vais pas commercialiser ça, sauf si par exemple c'est une commande. La dernière fois j'ai eu le grand café à La Roche-sur-Yon, la grande brasserie, je sais plus, quelqu'un qui voulait l'offrir à sa compagne, là je lui ai fait, j'ai mis le grand café, voilà, je suis pas allée demander à l'auteur parce que c'était sur une commande très ponctuelle, quoi. Mais quand en effet on peut être sur une illustration qui a un certain succès, oui, je trouve qu'on se doit quand même de... Et puis au-delà de tout ça, dans le cadre de la démarche que j'avais fait avec François Delarosière, j'ai pas eu de réponse de sa part, mais je ne décourage pas un jour de le rencontrer. C'est vrai que j'avais aussi envie d'avoir son avis sur tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'illustration que j'ai faite, parce que c'est un créateur, c'est quelqu'un avec qui je suis sûre qu'on pourrait apprendre plein de choses, donc voilà, il a une vision très intéressante des choses, et c'est au-delà de tout ça, c'est toujours l'occasion de rencontrer la personne. Donc quand bien même parfois, tu vois, je suis un peu prise par le temps, parce qu'il y a ça aussi, à un moment donné, t'as toujours une contrainte financière, donc je me dis, bon allez, je vais dessiner ce monument-là, je vais commencer à faire un petit test commercial, voir si ça se vend, et puis si je vois qu'il y a un réel succès, j'envoie un mail à la personne rapidement, j'essaie de la contacter, voilà. Mais bon, pour le moment, c'est vrai que je me suis posé la question sur le dessin des monuments de La Roche-sur-Yon. Tu vois, il y a la médiathèque, il y a le centre-ciel, ça, c'est vrai que derrière l'illustration, j'ai pas encore mis... le monumentiel a été réalisé par le cabinet d'architecture, nanana. Je me suis pas trop renseignée non plus. En fait, parfois, j'avais vraiment cette vision-là pour les animaux mécaniques, parce que c'est carrément devenu une marque un peu, ces animaux mécaniques. Mais je me dis, pour les grands cabinets d'architecture, ceux qui font des monuments... je suis pas sûre. Il y en a que j'ai essayé de contacter, j'ai jamais eu de réponse, d'autres non. Voilà. Pour le moment, je me dis, il sera toujours temps de régulariser s'il y a quelque chose, mais tant que c'est pas le méga succès commercial où je passe au JT du 20h pour présenter ça, je pense que voilà, il n'y a pas grand chose. Tu sous-estimes le podcast là. Ok. Du coup, c'est le moment de passer au projet. Miam 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 miam. Donc le premier projet que j'ai retenu moi, c'était justement l'exposition au Point Info-Mairie à La Roche-sur-Yon. C'était en duo avec... L'atelier de Mister Du, Julien Guillon. Qui fait lui de la verrerie du coup. Oui. C'était cool. Ouais, c'était très beau et ça matchait très bien nos deux univers, parce que il avait fait notamment des vitraux avec de la dorure. Donc moi, sur les illustrations, il y avait de la dorure. On avait fait un pan commun où on mélangeait... nos créations artistiques, et ça matchait bien. Et puis en plus, au-delà du fait que ça matche d'un point de vue visuel, c'était vraiment quelqu'un de sympa, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à exposer avec lui. Ouais, puis moi j'ai vu l'expo, donc très bien. Mais tant mieux si ça t'a plu. Et du coup, c'est un peu bizarre de dire ça, mais du coup la prochaine expo, c'est avec moi. Ouais, c'est vrai. Au CHD de La Roche-sur-Yon, ouais. Avec la Bibliothèque des Malades. Ouais, l'association Lire à l'hôpital. On va exposer ensemble pour changer un petit peu les idées aux patients, au personnel soignant, aux visiteurs. Toutes les personnes qui passeront dans le hall principal du CHD verront tes illustrations et les miennes. Donc on espère que ça leur fera plaisir.
Et alors du coup, c'est tout ce que j'avais comme info. T'as peut-être d'autres trucs de secrets, de cachés que tu voudrais... Ben, il y a des petites choses dont je parle pas, mais bon, déjà au fur et à mesure, là, dans une boutique de décoration et de design sur Brive-la-Gaillarde, donc déjà c'est important, je crois qu'on l'a pas expliqué, mais à la base je suis originaire de Brive-la-Gaillarde. C'est pour ça en fait que j'ai dessiné des monuments sur Brive-la-Gaillarde, parce que ça me permet de retourner voir un petit peu plus souvent ma famille aussi, et puis parce que j'avais un petit peu le mal du pays. Brive-la-Gaillarde, c'est une très belle ville, il y a plein de choses à faire, et du coup... j'avais très envie de me réapproprier un petit peu le patrimoine et de revivre un petit peu avec Brive, même si c'est un petit peu à distance. C'est pour ça aussi que j'ai dessiné Brive-la-Gaillarde. Donc en fait, il y a une collection qui sort dans cette boutique de design. Au fur et à mesure, là je pense qu'il y a en vente 5 visuels. La semaine prochaine, fin mars, il y a 5 autres visuels qui vont être vendus. Et puis voilà, il y a encore une troisième vague qui arrive par la suite. Et ensuite, c'est aussi beaucoup de commandes d'amis qui s'installent dans des cabinets dans le domaine du libéral et qui ont besoin de faire des décorations. Donc du coup, ça, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les amis qui m'ont fait des commandes comme ça. Ça m'a beaucoup rassurée, motivée, parce que quand on se lance au départ, on se dit, je connais personne, je suis vraiment partie de rien, j'avais aucun réseau. Donc au départ, on se dit, là, j'ai un client que je connais pas, mais une fois que j'aurai terminé son travail, qu'est-ce que je vais avoir? Et le fait de me dire, j'ai des copains qui m'ont dit que tiens, allez, on te donne un an pour que tu nous fasses ça, t'organises ton planning en fonction d'eux. En fait, quand je termine avec un client que je ne connais pas à la base, je sais que j'ai quelque chose encore à faire derrière. Et du coup, ça me motive, ça me donne des objectifs, et au fur et à mesure, finalement, je m'aperçois que au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, je vais avoir du travail jusqu'en novembre, de septembre à novembre et après, et puis finalement, on grappille, et là, je sais que j'ai du travail jusqu'à au moins fin juin, quoi. Donc voilà, ça me permet de grappiller entre les gens que je connais et puis les gens que je connais pas et qui me passent des commandes au fur et à mesure. Ça me rassure, ça fait que j'ai pas cette espèce de vide là qui arrive, et bon, qui est quand même hyper anxiogène, parce que c'est pas facile de vivre du domaine de l'illustration, et c'est vrai que parfois je me dis, une fois que j'aurai terminé ça, qu'est-ce que je vais avoir après? Donc ça me rassure beaucoup, et je remercie vraiment la famille ou les amis qui ponctuent un petit peu mon aventure de certaines commandes faites de leur part. Ils l'entendront. Ok. Du coup, peut-être des projets... Ah si, le site web. Oui, oui, du coup. Alors voilà, c'est vrai que du coup, au point info mairie, c'était bien parce que les gens... alors j'en parlais vraiment sur Instagram, il y avait aussi les réseaux de la ville qui me disaient... voilà, il y a une expo, allez découvrir les illustrations de Cécile Blondel, donc ça faisait venir du monde, parce que c'est vrai qu'au point info mairie, on n'a pas forcément l'idée de se dire, tiens, il va y avoir une expo vente, surtout en période de Noël pour des cadeaux de Noël. Donc je dirais que c'était sympa de se faire connaître comme ça, et les gens ensuite ont pris le réflexe pendant toute l'exposition de venir chercher des cadeaux, des illustrations pour des cadeaux de Noël, ou alors pour utiliser l'argent qu'ils avaient eu aux étrennes, voilà. Et une fois que l'expo a été terminée, les gens ils perdent rapidement votre contact, en fait. Ils oublient votre produit si vous n'avez pas constamment un lien ou un lieu où ils peuvent acheter. Donc ensuite, je me suis dit, voilà, ça m'a rassurée, cette expo, ça a vraiment bien fonctionné en termes de vente, donc peut-être que maintenant l'argent que tu as gagné, tu peux le réinvestir dans la création d'un site internet. Donc pareil, tu as compris mon appétence pour l'informatique, je ne m'en occupe pas de le créer moi-même. J'ai une jeune fille que j'ai rencontrée au feeling et qui s'installe aussi, et je me suis dit, elle va faire mon site internet, donc... Et pareil, j'aimerais du coup qu'il y ait une petite partie blog où je raconte un petit peu mon quotidien d'illustrateur, une partie présentation, illustration en cours de réalisation, illustration en vente, voilà, peut-être une partie avec une vente des originaux et puis une vente des impressions. Et au début je voulais que ce soit bon pour mai, et en fait ça le sera pas, parce que j'ai des commandes d'autres particuliers, et parce que il va me falloir du temps pour créer moi-même les visuels que je veux mettre en vente. Je veux que ce soit des inédits, donc il y aura peut-être des choses qui ont fonctionné, des best-sellers de la collection qui était au point info mairie sur La Roche-sur-Yon, mais voilà, j'ai envie de créer d'autres choses, et ça sera proposé à ce moment-là, normalement courant septembre prochain. 2020 du coup. 2020. Oui. Oui. Ça paraît loin, mais bon, ça va vite arriver au final. C'est non, pas si longtemps que ça. Ouais. C'est dans 7-8 mois. Ouais, voilà. Ok. Du coup, c'est le moment de faire la pause
goûter. Ok, j'ai hâte. Pour le J'ai tiramisu. Super, merci encore. Donc on revient. À tout à l'heure. Miam 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 miam. Du coup, nous revoilà du tiramisu au spéculoos cette fois-ci. C'était délicieux. On a pas mal échangé, c'était toujours intéressant. Le off, c'est toujours... c'est ce que je préfère. Ouais, et puis comme on se connaissait un peu à côté, ça fait un dialogue fluide, on est bien, quoi, on rigole bien. C'est vrai. Et du coup, là, Cécile, tu m'as déjà dit, moi, le sujet de la carte blanche que tu voulais aborder. Ouais. Je te laisse la présenter. Oui, alors en effet, moi j'avais envie de parler un petit peu d'acceptation des émotions. Parce que c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou en France pour les personnes qui souffrent d'un trouble comportemental cognitif. Et voilà, que ce soit par exemple, je sais pas moi, un syndrome anxio-dépressif ou alors des gens qui ont une espèce de sensibilité ou d'hypersensibilité, j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant dans le cadre de ton podcast parce que quand on est artiste, j'ai l'impression que parfois on a une sensibilité un petit peu exacerbée. On voit peut-être plus le beau, on s'émerveille plus de certaines petites choses que le commun des mortels ne voit pas forcément. Sans snobisme aucun vis-à-vis de la caste des artistes. Mais à l'inverse, on peut être un petit peu plus sensible aussi aux mauvaises nouvelles. Par exemple, moi, je ne commence jamais ma journée en regardant les informations. Ça va me gâcher la journée d'apprendre tel ou tel fait divers, tel ou tel virus qui circule ou telle chose, voilà, pour ne pas parler de l'actualité sanitaire. Et du coup, en fait, parfois on a des ruminations voilà, mentales, des pensées, on se dit pourquoi j'ai pensé ça, on rumine, on a les craintes du futur, on a les regrets ou les remords du passé. Et en fait, je pense que c'est très important pour nous, adultes, mais aussi pour les enfants. C'est un apprentissage à faire pour se sentir bien dans sa vie, c'est de s'entraîner à regarder ses pensées, les regarder passer, sans s'identifier à elles, en se disant voilà, que c'est le mental qui travaille. On regarde une pensée qui passe dans la suspension totale du jugement, comme un petit nuage qui passerait dans le ciel, et on la laisse partir pour mieux s'ancrer dans l'instant présent. Donc il y a des techniques qui aident à ça, la sophrologie, un travail de respiration, un travail d'ancrage corporel, l'ASMR. Je sais que t'aimes pas ça du tout, mais l'ASMR, ça peut aider certaines personnes. À chacun de trouver sa technique. Il y a la méditation, il y a l'hypnose ericksonienne, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vraiment des outils en développement et en psychologie comportementale cognitive qui méritent d'être travaillés par tout un chacun et qui peuvent vraiment sortir certaines personnes d'un mal-être plus profond. Vraiment se focaliser toujours dans l'instant présent. L'instant présent, il est rassurant et finalement, c'est l'unique moment qui compte vraiment dans la vie, cet instant présent. Et je pense que pour des enfants, c'est très important parce que comme ça, on développe aussi une éducation positive où on n'est pas là forcément à punir ou à mettre des fessées, ce qui est pénalement répréhensible en plus maintenant. Mais voilà, on peut eux aussi les sensibiliser à la méditation et qui font que par exemple, quand ils se sentent en colère, ils se disent tiens, là, je ressens un sentiment de colère. Mais tu vois, d'identifier comme ça, par exemple, ce sentiment, on est déjà moins dans le « je suis en colère, je suis énervée, la personne m'a... » Voilà, tu vois, tu dis « tiens, là, j'ai identifié, je suis en colère. » Déjà, tu prends du recul par rapport à ton état et déjà, tu t'apaises. Et ensuite, tu peux faire un travail un petit peu voilà, d'ancrage corporel, je sais pas, t'imagines des racines sous tes pieds, enfin, tu vois, et puis tu restes sur terre et tu te laisses pas emporter par les rouages du mental, tu restes bien ancré et je pense que ça peut aider plein de personnes qui parfois ont des ruminations mentales ou des véritables souffrances cognitives et ils n'osent pas en parler et voilà, et par exemple une dépression mal soignée c'est grave, hein, ça peut mener au suicide, donc c'est très important justement que la parole se libère un petit peu et que chacun un petit peu partage et puis rassure l'autre en lui disant t'es pas tout seul, tu peux m'en parler, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue ou alors c'est... Voilà, tu peux lire de temps en temps des bouquins de développement personnel aussi et t'entraîner à comment dire,
à recréer des connexions dans ton cerveau, j'en parle de façon triviale parce que je suis pas médecin, mais t'entraîner à créer des connexions qui font que ton cerveau au fur et à mesure va penser plus positif. C'est comme la course à pied, c'est un muscle, donc tu commences, t'as jamais fait de la course à pied, bah tu vas faire ton premier kilomètre, ça va être horrible, et puis le lendemain t'en feras 2, le lendemain t'en feras 3, bon ben c'est pareil pour la rumination mentale et le bien-être et l'exercice dans l'ancrage de l'instant présent. Au départ ça va te sembler difficile de te dire tiens j'ai cette pensée là, elle provoque en moi telle émotion et tu vas plonger dedans et tu vas être mal et ton corps va réagir et tu vas avoir toutes les mauvaises sensations. Et en fait, plus tu t'entraînes à te dire tiens, là, cette émotion, elle est là. J'ai eu cette pensée, je la laisse passer. Voilà, plus tu t'entraînes à ça, moins tu t'identifies à tout ça aussi, plus tu te reconnectes à ton moi profond et plus finalement tu te sens mieux quoi. Et moi je pense que l'acceptation des émotions c'est très important, ça développe aussi beaucoup l'empathie et c'est hyper important pour les enfants. Bah tu vois, moi je suis une jeune maman et du coup je lis aussi des livres comme ça sur la parentalité positive, des choses parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu l'avenir de l'humanité aussi quoi. Toute cette version-là. Et puis on a fait tellement de progrès en neurosciences que maintenant, je pense qu'on a tous un travail de vulgarisation et il faut pas se moquer de quelqu'un qui, par exemple, fait une dépression ou souffre de tic ou de toc ou j'en sais rien moi. Il faut se dire que... par exemple, c'est pas... enfin, souvent on a tendance à se dire oh, c'est bon, c'est un caprice, le burn-out, c'est un caprice, voilà quoi. Je sais pas moi, tu te casses une jambe, on va pas te dire prends sur toi, va donc me courir 10 bornes quoi, tu vois. Donc en fait, je trouve que voilà, faut avoir beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent. Il faut aussi être là pour les aidants, les personnes qui accompagnent les gens qui sont en souffrance, les familles proches, les amis. Et je pense qu'il y a énormément de gens, enfin on voit bien le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs, ou voilà. On a énormément de personnes qui sont en souffrance et qui n'osent pas le dire, et parce qu'ils ont honte, ils se sentent pas légitimes dans leurs propres problèmes, dans leurs propres souffrances. On se dit oh c'est bon, je suis dans un pays entre guillemets où on est en démocratie, c'est déjà une chance. Et c'est vrai qu'il faut le réaliser, hein. Faut pas minimiser ça, c'est une chance de pouvoir se lever le matin. D'ailleurs c'est un docteur que j'aime beaucoup, Christophe André, qui disait il y a un exercice déjà pour commencer la journée. Vous vous levez et vous vous dites je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui je me lève et je suis pas dans un état de guerre et en plus j'ai de l'eau chaude pour prendre ma douche quoi. Tu vois, moi je relativise quand j'ai un rhume, je déteste, tu vois, genre tu tombes enrhumé et t'as mal à la gorge, tu te mouches, enfin pour moi je mets 15 jours à m'en remettre, c'est la catastrophe. Et à ce moment-là, au lieu de râler, maintenant je me dis oh, qu'est-ce que j'ai de la chance quand je suis pas enrhumée, quoi. Qu'est-ce que c'est bien, tu vois. Tu te dis, de cette petite expérience un peu chiante, en fait, tu te sens hyper reconnaissant envers ton corps quand finalement il guérit. Et tu te dis, tiens, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui je suis pas malade. Aujourd'hui, voilà, je suis en démocratie, j'ai pris ma douche d'eau chaude, je suis relaxée. Waouh, c'est le bonheur, quoi. En fait, les petits tracas du quotidien, quand ils arrivent, te font relativiser quand ça va bien et que tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je pense que c'est hyper important d'utiliser tout ça et d'en tirer quelque chose de positif en fait. Et actuellement, je suis en train de lire un livre qui m'intrigue pas mal, écrit par le docteur Luc Bonin, ça s'appelle La loi de l'attraction. Alors c'est pas parce que c'est très à la mode sur Instagram, mais c'est vrai que le concept un peu c'est de dire, bon il y a une énergie qui a créé un petit peu l'univers, la Terre et compagnie, et en fait on attire ce qu'on dégage en fait. C'est le fait de se dire qu'on n'a pas un destin tout tracé, c'est qu'on attire réellement ce qu'on dégage. Si tu penses négatif, il va t'arriver des situations négatives. Et si au contraire tu penses positif et que tu travailles et que voilà que tu crées un cercle vertueux autour de toi, en théorie c'est censé aller dans le bon sens. Donc je sais pas parce que j'ai pas fini le livre et à la fin il y a un chapitre qui m'inquiète un peu, c'est pourquoi parfois ça ne marche pas. donc voilà. Mais bon voilà, je trouve que c'est important et c'est hyper intéressant. Moi ça me passionne le sujet des neurosciences sur tout ce qu'en fait on découvre au final du fonctionnement du cerveau. Tu l'as vu? Alors c'est plus ou moins lié. Tu l'as vu le dessin animé, film animé plutôt Est-ce que tu as vu le film d'animation Le Magasin des Suicides? Pas du tout. Et ça fait vraiment penser à ça. En gros, ouais. c'est une boucle, un monde où il pleut tout le temps, il fait toujours noir, tout gris et tout. Ouais.
Et il y a beaucoup de gens qui se suicident, et il y a le magasin de suicide qui propose une panoplie exponentielle d'ustensiles pour se suicider. Voilà. Ouais. Et si je me souviens bien de l'histoire, il y a un enfant dans la famille qui est tout le temps ultra positif, qui voit toujours tout ça du bon côté et tout. Bon, si vous n'avez pas vu, je spoil. Et à la fin, du coup, ça a totalement retourné la situation et le magasin de suicide n'est plus un magasin de suicide et voilà. Tout redevient bien. Et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, que du coup, c'est vraiment ça vient de soi et tu peux transmettre ça à ton environnement et inversement. Ouais, voilà. Et tu vois, pareil, t'avais un film d'animation de Disney, je crois, ou Pixar, je sais plus. Et en fait, c'est vice-versa. Et pareil, on voit qu'il y a peur, il y a joie, il y a, je sais plus, quelles sont les... panique. Ouais, voilà, ou je sais plus. Et en fait, dans tous les cas, on a ces émotions. Ça fait partie de nous. Donc, quand elles sont là, c'est pas agréable, mais il faut vraiment les accepter, les accompagner et se réancrer au maximum dans l'instant présent. Est-ce qu'il faudrait pas chanter nos émotions comme dans les Disney ? On peut tout faire en fait. Hein. Chacun, il y en a qui ont besoin d'aller, je sais pas moi, serrer les arbres. Moi je l'ai jamais fait encore, mais il paraît que c'est vraiment bien d'aller embrasser un arbre. Okay. Tu vois. Donc bon, je suis bien placée, hein, je pourrais peut-être y penser, mais faut se dépêcher, il y en a de moins en moins, mais... Ouais, non. Ah non, c'est négatif. Ouais, voilà. Non. Non, mais tu sais, si chacun... On parlait du circuit court dans les dessins, si les gens maintenant consomment la décoration et l'illustration et l'art de façon raisonnable en termes de développement durable, tu verras, t'auras tes arbres. C'est ça. Faut semer le positif. Le positif. Voilà, donc ça veut pas dire être inconscient et vivre dans un monde de bisounours, hein, mais bon, ça veut dire déjà libérer la parole, prendre aussi en compte prendre conscience aussi que on a une responsabilité, on se doit de transmettre ces enseignements de méditation, de bien-être, d'acceptation de soi à nos enfants, aux générations futures. Et puis je pense que c'est des outils pour être quand même bien plus heureux, surtout dans un monde où maintenant on se compare. Et il n'y a pas de meilleure façon d'être malheureux dans la vie que de se comparer, parce que tu te compareras jamais aux gens qui ont moins de chance que toi. Tu te compareras toujours à la personne qui est plus belle, qui est plus intelligente, qui est plus riche, qui a plus de followers sur Instagram. Et tu te diras, non mais moi je suis trop nulle à côté. Et donc en fait, c'est hyper important de pas se comparer constamment et de se rappeler de ce qu'on a de bon chez nous aussi, et voilà, et de s'ancrer dans l'instant présent. Et quand ça va pas, parce qu'on n'est pas cette injonction au bonheur, c'est faux, c'est pas la réalité non plus. Il y a des fois où il y a des énergies, des fluctuations, je sais pas moi, hormonales, n'importe quoi, qui font que aujourd'hui ça n'ira pas, tu seras malade, tu seras déprimé, tu seras pas bien. Tu t'auras eu une information qui t'aura, je sais pas, pour X raisons, plus marqué qu'une autre personne, et puis ça va te gâcher la journée, tu vas penser qu'à ça, faut l'accepter aussi, quoi. On n'est pas tous toujours à Ibiza, en pleine fiesta, trop heureux de vivre, voilà. Donc voilà, ça c'est important, et puis... c'est un thème aussi qui est important parce qu'il y a plein de lectures autour donc des neurosciences. Moi j'aime bien confronter ça... par exemple méditation confrontée aux neurosciences et aux médecins. J'avais lu un livre qui disait que il y a des scientifiques qui ont pris des moines et qui leur ont dit, moines bouddhistes, vous méditez, on regarde ce qui se passe et on voit qu'il y a une activation du système cérébral et des connexions et une régénération du cerveau hyper importante quand les mecs sont en train de méditer. Pareil, il y avait Laurent Gounel qui avait écrit un bouquin hyper intéressant, c'était Tu trouveras le trésor qui sommeille en toi ou quelque chose comme ça, et il a confronté toutes les avancées en neurosciences et en développement personnel. Il les a confrontés par rapport à la rédaction des textes bibliques. Ok. Et donc, là, je m'en souviens plus exactement, mais en fait, il disait que la Bible avait finalement été complètement... le sens premier de ce qui voulait être écrit dans la Bible a été édulcoré et puis transformé au fur et à mesure des interprétations des apôtres, des ci, des là, et puis de ce que l'État a bien voulu en faire. Quand tu es dans un État théocratique qui utilise ça et qui mélange la religion à la politique, pour asservir certaines classes et compagnie, et bien en fait, il revenait à l'essence même du texte dans sa version la plus pure, et finalement, il l'a comparé avec... tout ce qui était psychologie positive, comportementale, et finalement on s'apercevait, dans son interprétation à lui, c'était hyper intéressant de voir à quel point le texte biblique était d'actualité.
Et pareil, quand tu prends Épicure, quand tu prends Socrate, quand tu prends voilà, des écrivains de différentes époques, avant ou après Jésus-Christ, que ce soit en Orient ou en Occident, mais tout ce que les scientifiques, les neuroscientifiques sont en train d'explorer, on revient à un essentiel que l'homme avait en lui déjà il y a bien longtemps. Moi, je trouve ça passionnant. On l'entend pas. Voilà. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit, tiens, dans le cadre, quand on est artiste, on voit pas le monde peut-être. J'ai l'impression qu'on voit pas forcément le monde tout à fait comme tout le monde. Moi, il y a des fois, je me balade avec mon mari, je dis, oh, regarde comme c'est beau ça, ou voilà. Oui, bon, c'est beau, allez, on passe à autre chose, tu vois. Alors moi, j'aimerais prendre le temps de le contempler, de le toucher, de voilà. Et puis lui, il va pas s'émerveiller de la même façon. Alors que, en fait, moi, je vais entendre une histoire, un fait divers qui va me glacer, je vais lui en parler, je vais dire, oh, t'as vu ce qui s'est passé, c'est affreux, et puis ouais, c'est bon, ça nous concerne pas, on s'en fout, on passe à autre chose. Alors que ça va me heurter, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que le côté artistique, cette façon qu'on a dans nos créations artistiques parfois de visualiser un monument, par exemple, d'une façon qui n'est pas réelle, cette façon-là qu'on a de pouvoir transposer nos idées, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin pour ma part en tout cas, peut-être qu'il y a un peu plus de sensibilité et que le travail d'acceptation des émotions, c'est peut-être le travail d'une vie, mais moi je trouve que c'est passionnant à explorer. Et du coup, concrètement, est-ce que tu fais des exercices à chaque fois que tu Alors, dessines ou... Déjà, avant d'avoir mon fils, j'avais une routine bien calée à une époque. C'est-à-dire que j'adorais faire un peu de méditation avant d'aller travailler. Tu vois, genre, je me levais 1h30 en avant, et puis pas les Miracle Morning, mais un peu, tu vois, je méditais, je faisais un peu de sport, des étirements. Après, j'avais mon cahier où j'adorais écrire des phrases positives, et j'ai résumé aussi toutes mes lectures pour en avoir une trace. Donc, mes petits cahiers sont là, et puis quand j'aime un livre, j'en fais un résumé. Donc comme ça fait que, tu vois, quand par exemple je me sens un peu moins bien, j'aime bien relire ce qui m'a marqué, tu vois. L'ancrage est là, enfin... Voilà, ça m'aide à me reconnecter à du positif beaucoup plus facilement. Donc j'aimais bien faire tout ça. Avec l'arrivée de mon fils, qui a des considérations bien plus pragmatiques que les miennes, et du coup, cette routine a un peu volé en éclats, et j'avoue que j'ai manqué de temps pour méditer ou pour... voilà. Par contre, j'ai besoin de faire régulièrement du sport. Donc moi, je fais beaucoup de sport. Et quand je reste toute une journée à dessiner, par moment, j'aime bien faire un peu de sophrologie, tu vois. Je me lève, je me coupe, et puis voilà, je fais un petit scannage corporel, mental, j'ouvre les fenêtres, je respire, voilà, et ensuite je reviens à moi, et puis je me sens réénergisée, et hop, je me remets dans mon illustration. Et Sympa. souvent ça marche bien, quoi. Pareil, quand il y a un truc qui m'énerve dans la vie, je prends du recul comme ça, et puis ensuite, je reviens avec un regard neuf, et je suis plus posée, et ça évite de tomber parce que souvent, on est libre des paroles qu'on n'a pas dit et esclave de celles qu'on a prononcées. Donc c'est bien aussi parfois, avant de parler, de prendre du recul, de faire un point, faire baisser la pression, revenir avec les idées claires, avec une meilleure énergie, et finalement des paroles... plus adaptés, qui marqueront moins les personnes, qui feront qu'on sera dans une communication verbale non violente, et que finalement le cercle vertueux reprendra son droit de lui-même. Ah, c'est intéressant. Ça me plaît beaucoup. Miam 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 miam. Ok, du coup, vu que tu viens de nous parler de ta carte blanche, il me reste un petit peu de temps pour poser des questions bonus, que j'aime bien poser aussi. As-tu réfléchi à ton mot préféré ? Oui. J'aime bien le mot crème. Crème. Ouais. À manger ou... Dans les deux. Alors en fait, j'aime bien le mot crème parce que déjà, quand j'étais enfant, j'aimais bien les Aristochats, et à un moment donné, t'as le maléfique Edgar, le majordome qui voulait hériter de la vieille femme, et en fait qui, elle, avait plutôt mis en position première ses chats, et il arrive avec un petit plateau, ça a l'air trop bon, c'est des petits bols de crème, et il dit « suprême de crème à la Edgar ». Okay. Je sais pas pourquoi. Du coup, le mot crème, la résonance du mot crème, ça m'a vachement plu. Je trouve que le cr et le m, je sais pas, c'est hyper... Il y a le m dedans, enfin tu vois, je sais pas, ça me plaît. Donc, et puis en plus, c'est une couleur que j'aime bien, et puis je pense que tu vas pas le... Comme on est habillé pareil avec un haut crème, on s'est pas concerté, mais je pense que voilà. Il y a une thématique. Donc le mot crème. Ouais, c'est vrai que c'est une couleur aussi, il y a plein de trucs. Là, c'est... Bon mot.
Est-ce que tu peux nous recommander, présenter les 3 personnes, artistes, qui t'inspirent Oui. dont tu aimes le travail? Oui. Alors, déjà, je parlerai du peintre Fabien Novarino. À l'époque, j'ai eu la chance de le rencontrer dans une galerie d'art à Brive-la-Gaillarde et je crois que c'était un ancien comptable qui étouffait dans ses comptabilités et qui s'est lancé dans la peinture. Et il faisait beaucoup de peintures à l'huile, dont New York, et je crois que mes parents avaient acheté une toile Brooklyn. Et puis voilà, il l'avait signé devant nous et j'aime bien ce travail de peinture à l'huile réalisé au couteau, j'en ai fait un petit peu aussi moi et j'aime bien ce mélange-là de matière. J'aime bien son interprétation. Je suis peut-être un peu moins fan maintenant, il est parti sur un truc un peu plus pop art et moi j'aime un peu moins le pop art, mais bon, ça n'empêche que Fabien Novarino, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui m'a bien inspiré, voilà, que j'aime bien suivre encore. Ok. Dont je me lasse pas de regarder la toile d'ailleurs chez mes parents. Voilà. Et ensuite, pour les autres artistes, alors bon, je reparlerai d'Hélène Lacombe, parce que c'est vrai que c'est grâce à elle que j'ai eu envie de dessiner des monuments, alors qu'auparavant, j'avais pas eu ce déclic-là. J'avais vu d'autres illustrations de monuments, d'architecture, mais vraiment, c'est elle qui m'a donné cette envie-là, et j'ai l'impression d'avoir appris un peu au travers son trait. Et c'est là où c'est difficile, et c'est pour ça que je n'aime pas suivre beaucoup d'illustrateurs, c'est que ensuite on est influencé dans son parcours. Donc après il a fallu revenir à un style qui soit moi. C'est important que les gens, quand ils voient mes dessins, ils se disent oh c'est du Cécile Blondel, c'est pas du Hélène Lacombe. Donc je pense que le pari est réussi parce que je suis partie sur autre chose. Mais au départ voilà, ça a été vraiment un déclic et je trouve qu'elle est très, très talentueuse. Et ensuite... Et le troisième ou la troisième? En fait, après, il y en a d'autres à qui j'aimerais parler, mais je vais en dire deux. C'est des aquarellistes. J'aime bien... j'ai découvert son compte il n'y a pas si longtemps que ça, les aquarelles de l'eau bleue. Je crois que c'est l'eau bleue, c'est Blanche de l'eau bleue. Elle fait des aquarelles, je me demande si elle vit pas en Bretagne ou en Normandie. Bon. C'est pareil. Ah non, on va pas leur dire ça là-bas, ça va pas être pareil. Et en fait, voilà, elle fait des aquarelles, c'est une passionnée, je pense, de fleurs, voilà. Et du coup, elle fait des aquarelles qui sont vraiment super belles. Je suis assez admirative de ceux qui gèrent l'aquarelle comme ça, avec subtilité, parce que je pense à Marc-Antoine Coulon aussi, qui est assez connu comme artiste, celui qui fait les portraits là, de ces célébrités en aquarelle. Il est magique, lui, en un petit trait, un petit coup de pinceau, ça y est, on voit tout de suite la personne, et je trouve ça tellement dur, l'aquarelle. J'ai essayé, mais ça demande un lâcher-prise qui me dépasse complètement. Moi, j'ai besoin de ma règle et mon Posca précis, et eux, avec l'eau qui part dans tous les sens, ils arrivent à faire quelque chose de magique. Donc voilà. Et en aquarelle, il y a, plutôt dans le local, parce que voilà, faut parler un peu de la Vendée aussi, il y a Emmanuel de Mon Royaume, sur mon compte Instagram, je crois que c'est Mon Royaume, et elle fait des petits livres d'or pour les mariages, et elle fait de l'aquarelle, et je trouve qu'elle s'en sort très très bien aussi. Donc voilà, je dirais ces artistes-là, mais après, bon, il y en a plein. Ouais, voilà, il y en a plein, à la fois il y en a plein, et pareil, voilà, c'est vrai que sur Instagram, je suis pas trop dans les réseaux d'illustrateurs, artistes ou quoi que ce soit, et c'est pas par snobisme et tout, mais c'est vraiment pour éviter d'être trop influencée et que ça entache moi-même ma propre créativité. Ok. Voilà. Et alors ça, c'est une question où j'aime beaucoup la réponse. C'est est-ce que tu peux nous raconter une rencontre la plus folle, étrange, cool ou drôle avec quelqu'un de connu? Je vais prendre la plus récente. On m'a offert une place pour aller au Paradis Latin en octobre dernier, voir Iris Mittenard, l'ancienne Miss France devenue Miss Univers. Et du coup, moi je suis fan, j'aime bien l'organisation des Miss France, voilà, girl power, voilà, esprit sain dans un corps sain, enfin en théorie j'espère, ça me plaît bien. Et en fait, je la trouvais super jolie, et c'est vrai que son spectacle était vraiment magnifique, hein. C'était peut-être pas c'est pas une danseuse en soi, donc c'était peut-être pas ses exploits en danse qui étaient le plus magique, mais c'est vrai qu'elle dégage quelque chose, hein. Elle est pas devenue Miss Univers pour rien, elle est magnifique, enfin voilà.
Donc elle a un côté très femme, très sublime quand elle est sur scène. Et puis pas le videur, mais celui qui contrôle l'entrée des spectacles, je sais plus. Bon bref, l'agent de sécurité en tout cas, je lui avais dit écoutez, est-ce que je pourrais pas aller prendre une petite photo ou aller lui parler, parce que je l'avais dessinée plusieurs fois et c'est vrai que j'avais vraiment envie de la voir en vrai, quoi. Pas que sur scène. Et puis, enfin, ceci dit, je me souviens avec ma cousine, on hurlait sur scène, on lui disait Iris, Iris, et elle nous voyait, elle nous embrassait, elle nous faisait des petits clins d'œil. Je pense qu'elle s'est dit, c'est les folles finies, quoi. Bon, après, on était dans une ambiance de fête aussi, donc ça nous portait. Et à la sortie du spectacle, bon, sur une petite porte dérobée, il nous dit vous attendez là, elle va passer. Elle passe. Et puis moi, je lis et je me dis je peux pas aller la voir. Ça fait vraiment groupie de 14 ans, hein, mais bon. Et ma cousine, elle y va, et puis elle dit tiens Iris, voilà, il y a ma cousine à t'a dessiné, elle vient me voir, et puis là, je lui parle, enfin voilà, je la remercie, et puis bon, on prend une photo, et puis je la laisse partir, et de toute manière, ça a été incroyable parce que dès qu'elle est sortie, il y a alors qu'on c'était hyper discret, mais il y a une horde de personnes qui sont venues lui sauter dessus avec des flashs, l'agent de sécurité qui vient pour la faire monter dans son véhicule, elle est bousculée, enfin... Bon, moi j'avais trouvé ça très choquant quand même, hein, et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on la voit très femme sur scène, alors qu'en fait, on oublie que c'est une gamine de 20 ans qui est pas si grande que ça, qui a une toute petite voix, qui est toute mignonne, toute fragile, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais je l'ai plus du tout vue comme la femme magnifique qu'on avait vue défiler dans Miss Univers ou sur les photoshoots. Je la voyais vraiment en jeune fille, beaucoup plus fragile, qui a encore une vie à construire. Et du coup, cette vulnérabilité-là, ça m'a beaucoup touchée, et ça permet aussi de redescendre un peu sur terre en se disant on a toutes en tant que femmes des exigences aussi physiques sur lesquelles il faut répondre. Il y a quand même une banalisation, pas une banalisation, mais une uniformisation de la beauté quand même maintenant. Il faut répondre à certains critères, être comme ci, être comme ça, nanana. Et en fait, quand je l'ai vue en vrai, elle était bien sûr très jolie, mais elle avait pas, enfin selon moi en tout cas, elle avait pas cette aura magnifique qu'elle peut avoir quand elle a les méga extensions, le maquillage de fond, enfin la tenue, les éclairages qui vont sur elle et tout. Et oui, on oublie de se dire quand on se compare à des personnes comme ça, c'est que on voit des photos magnifiques d'elle, mais enfin, il y a un travail de retouche, il y a 3 heures de maquillage, enfin, voilà. Donc, du coup, à la fois, j'ai trouvé ça, à titre personnel, très instructif. Puis elle était très gentille, et puis je lui souhaite plein de bonheur pour la suite. J'espère qu'elle te répondra sur le podcast. Je sais pas. Non, c'est vrai que ça fait... Enfin, oui, c'est vrai que l'être... typiquement, tout à l'heure, en off, on parlait des réseaux sociaux. C'était le spectacle. Tu montres ce que tu veux montrer, ce que les gens attendent aussi. Ouais. Et l'être que t'es toi, forcément, n'est pas forcément la même. Il y a peut-être un décalage aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, ouais. Non, donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Parfait. T'as présenté quelques livres lus dernièrement, tout à l'heure, de docteur par rapport à ta carte blanche. Ouais. T'as peut-être une autre idée comme ça ou... Alors moi je lis beaucoup, hein. Donc je lis un petit peu tout. Donc là c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal sur les lectures d'éducation positive. Je me souviens plus. Beaucoup tout ce qu'écrit Christophe André ou qu'il met en préface, pour moi c'est gage de garantie, donc du coup, de crédibilité, donc du coup je lis. Mais après... j'aime bien aussi relire de temps en temps les classiques qu'on lisait quand on était collégien et qu'on oublie. Donc c'est marrant, la dernière fois j'ai relu Antigone de Jean Anouilh et Antigone de Sophocle, et j'en avais... c'est marrant, à la lecture, avec plus de maturité et de recul sur la vie, je me souvenais plus l'avoir vu comme ça, l'avoir lu comme ça quand j'étais ado. Donc j'aime bien relire aussi un petit peu. J'ai relu Les Chouans de Balzac aussi, parce que je trouvais que c'était intéressant, comme c'était c'était Bretagne et Vendée, les guerres avec les Chouans et les royalistes, et du coup je trouvais intéressant de relire un fait historique maintenant que je vis en Vendée. Donc, c'est l'occasion. Moi je suis plus team Zola, donc je peux pas... Ouais, toi c'est Zola et la misère sociale. Mais c'est très beau Zola. Les Rougon-Macquart, j'ai pas tout lu, il me reste quelques-uns, mais j'aime bien. Ouais, non, c'est beau. Ouais, voilà, moi j'aime bien. Enfin, c'est vrai que les philosophes du siècle des Lumières,
J'adore. Et puis... Jean-Claude Van Damme, tout ça, non, c'est pas... non, pas lui, non. non, c'est pas ma cam. C'est un philosophe. non. Non, c'est plus contemporain en fait, hein, voilà. Mais moi j'ai un côté un peu vieux, tu vois. J'aime le papier, j'aime pas les liseuses, j'aime les livres. Je suis pas trop pop art, je préfère la peinture huile ancienne. Je sais pas, je dois avoir un côté un peu... Je me suis trompée de siècle. Non, mais c'est très bien du coup, parce que du coup ça t'ouvre un... Ouais, c'est une contrainte, une fois de plus, hein, voilà. On a un cadre, mais voilà, bon, j'aime bien tout ça. Ok. Un podcast à recommander le goûter, bien sûr, en toute impartialité. Après, comme tout le monde, j'aime bien écouter... Enfin, comme tout le monde, je sais pas tout le monde aime bien, mais je sais qu'elle a du succès, Pauline Léniaud. Le gratin, voilà. Et puis j'aime bien ses leçons, là, aussi, qu'elle donne... J'ai pas vu ça. Moi, je la suis sur ses tests de pâtes en moment. Oui, c'est vrai, ouais. Gluten free. Après, en podcast... alors oui, j'aime bien écouter le podcast À ce soir. Je connais pas. C'est parce que je baigne dans ça, mais c'est justement le parcours de maman, jeune maman et maman d'ado, et qui en fait parlent de leur équilibre entre la façon dont elles arrivent à mener vie professionnelle et vie privée. Vie personnelle. Donc du coup ça je trouve ça assez intéressant mais bon après voilà, j'aime bien Génération XXX, j'aime bien qu'est-ce que j'écoute d'autre, La Poudre, ouais. Et j'aime bien Valérie Tribs, je sais plus, sur son podcast sur les vêtements, j'ai oublié, sur le rapport que t'as aux vêtements et à la mode. J'ai pas non plus. J'aime bien. Valérie Tribs. Ouais. Et puis après j'adore écouter j'aime bien le podcast des Échos aussi. J'avais bien aimé l'épisode de François Morier, celui qui a créé avec Mathilde Lacombe la marque M, les compléments alimentaires. Et après, moi, j'adore la chaîne Dudson Diaries. Voilà. Sur YouTube, Dudson Cruz, là, qui fait une chaîne voilà, sur les coulisses sur les coulisses de son métier de mannequin et justement tout ce qui peut en découler aussi. Voilà. Donc j'aime bien le milieu de la mode, ça me fascine assez. J'ai cru comprendre. Voilà. Très bien. Sur ce, merci beaucoup pour ton temps. Merci Arthur, merci à toi. Je suis très honorée et j'espère que les gens aimeront ce podcast. Je vous invite à partager autour de vous et puis aller voir le travail de Cécile du coup sur Instagram pour l'instant. Ouais, cécileblondel.art sur Instagram. Il y aura tous les liens dans la description. Merci Arthur. Salut Cécile. Miam 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 miam. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 16 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir l'illustration du mois directement sur le site www.podcastlegoûter.com. Portez-vous bien.